Alors, heureusement, à la fin de la présentation, vous devriez avoir une meilleure idée des expérimentations qu'on a réalisées, des patrons de conception qu'on a utilisés et surtout des composantes clés qui font maintenant partie de notre écosystème. Je vous demanderai d'être très, très critique envers tout ce que je vais dire ce matin parce que ce sont nos propres expériences et nos propres erreurs. Donc, s'il vous plaît, ne pas simplement bêtement copier-coller tout ce que je vais dire. Je suis Alex Gervais sur GitHub, Staff Software Developer chez AppDirect depuis 2015. Dans l'équipe plateforme, une équipe de DevOps. Je suis malgré tout ça toujours étudiant en temps partiel et je m'intéresse à tout ce qui touche aux arts pour faire un peu travailler le côté droit de mon cerveau également. Nous sommes AppDirect, une compagnie fondée à San Francisco en 2009. Depuis 2011, on offre une plateforme de commerce infonuagique. Ça ressemble à quoi, ça? Ça vous dit peut-être pas grand-chose. Pensez un peu à un Shopify, mais pour vendre des applications cloud avec facturation, abonnement et support technique. Historiquement, nos plus grands clients, c'est des entreprises de télécommunications. Depuis 2015, depuis 2014, AppDirect a ouvert des bureaux à Montréal et c'est maintenant ici que se passe le plus gros de tous les efforts d'ingénierie. Si je vous dis plateforme de commerce infonuagique en 2011, ça vous dit quoi? Qu'est-ce que vous imaginez? Pour moi, c'est un monolithe. Puis le monolithe, en fait, c'est le point de départ de notre épopée. Parce que vers 2015, on a entrepris une grande migration. On a voulu suivre le virage technologique, puis passer d'un modèle architectural monolithique vers une architecture de microservices distribués. Évidemment, mon équipe de DevOps, on a été impliqués dès le début du projet. Premièrement, pour fournir une infrastructure qui permettrait aux développeurs de rouler leurs conteneurs d'application. Mais aussi pour fournir des outils et des pipelines aux développeurs pour leur simplifier la vie. Parce que si on se met dans les souliers d'un développeur à cette époque-là, qui travaille dans un monolithe en Java, ils sont étouffés, écrasés par la complexité du code, le temps de compilation, les processus d'intégration continue. Mais leur vie est relativement simple, dans la perspective où, si on veut publier un nouveau service, ajouter une fonctionnalité, déployer une nouvelle API, c'est relativement simple. La recette est connue, on ne fait que répéter, les mécanismes sont déjà tous en place. C'est pour ça que notre équipe a aussi mis de l'avant beaucoup d'automatisation avec GitOps. En fait, c'est un modèle qui fonctionne très bien pour nous. Ça pourrait faire l'objet d'un autre talk complètement, mais essentiellement, tous nos changements passent par des changements dans GitHub. Donc, on a un processus de revue de code, d'approval, et tout est auditable. Par la suite, on a un processus automatisé qui synchronise l'état qui se trouve dans GitHub avec l'état de notre production. On avait déjà misé sur quelques bonnes pratiques. On utilisait déjà Terraform pour tout ce qui est Infrastructure as Code. Ça s'intègre bien aussi dans notre mentalité GitOps parce que ça nous permet d'avoir notre infrastructure qui est documentée avec des revues de code et des composants qui sont réutilisables. Avoir des composants réutilisables, c'était vraiment très important pour nous parce qu'en plus de ça, en production, on a une dizaine d'environnements de production. Certains sont dynamiques, d'autres immuables. On en héberge certains dans du cloud public et il y a certains de nos partenaires qui décident eux-mêmes héberger la solution, donc qu'ils soient on-premise. C'est donc très important pour nous, quand on a designé une solution, de rester agnostique de toutes les contraintes, de toutes les propriétés d'un cloud public, de toutes les fonctionnalités avancées qui pouvaient nous être offertes pour rester agnostique et offrir une solution cohérente dans tous nos environnements. On a d'autres contraintes, notamment celle du Server Name Identification, SNI, qui est un mécanisme pour la terminaison SSL, qui permet à un même serveur, une même infrastructure, de terminer la connexion SSL, mais pour plusieurs noms de domaines. C'est important pour nous parce qu'on avait une seule solution hébergée qui fournissait une solution white label pour plusieurs de nos partenaires. Donc, aussi avec le concept de multi-tenancy. C'est probablement pas une surprise si je vous annonce ce matin que c'est en fait Kubernetes qu'on a choisi
comme plateforme pour rouler nos conteneurs d'applications, pour faire l'orchestration de nos applications. On a choisi Kubernetes pour la plateforme runtime, mais on avait quand même des contraintes à utiliser des fonctionnalités plus avancées, notamment parce qu'on ne voulait pas laisser Kubernetes gérer nos tables de routage, attacher des load balancers ou gérer nos DNS, parce qu'on voulait encore là rester agnostique de l'environnement où on se trouvait. C'est un problème pour nous. Comment est-ce qu'on pouvait faire pour acheminer du trafic public de l'Internet vers nos clusters, vers nos microservices? Mais c'est le premier chapitre, les Ingress Controllers. Puis, pour nous, on pensait connaître la recette. On s'est dit, c'est probablement juste un load balancer externe. Parce qu'après tout, c'est la solution qu'on avait déjà en place pour fronter tout le trafic de notre monolithe. Tous les domaines de nos partenaires pointaient vers un seul et unique load balancer qui faisait la terminaison SSL. Par la suite, on distribuait le trafic équitablement entre toutes les instances de notre monolithe qui étaient disponibles. Donc, on s'est dit bêtement, réutilisons la même solution. De toute façon, on a déjà un module Terraform pour faire des load balancers. Ça a donc été la première approche, la plus naïve, où on s'est dit, on va avoir un nom de domaine par microservice, qu'on va faire terminer la connexion SSL avec au load balancer, puis on va rediriger le trafic vers nos services à l'intérieur de Kubernetes. Chaque service est exposé sur un node port, donc un port qui est statique, réservé sur l'ensemble du cluster Kubernetes. Si vous remarquez dans ce diagramme-là, on n'a aucun mécanisme de routage. On n'a aucune pièce logique dans notre infrastructure qui décide d'où envoyer le trafic des microservices. On se basait uniquement sur les entrées DNS. Donc, c'est le client, finalement, consommateur des API, qui décidait par où envoyer le trafic, puis nous, on acceptait bêtement tout ce qui rentrait. En 2018 et même en 2015, gérer une liste de ports réservés dans une infrastructure, c'est pas agréable. C'est un pattern qu'on voulait absolument éliminer. En plus de ça, ça peut sembler peut-être un peu simpliste comme ça, avec deux services, deux load balancers. Ça fonctionnait relativement bien, mais après 5, 10, 30 microservices, quand on multiplie ça par la dizaine d'environnements de production qu'on a, on se ramasse avec un chaos, un désordre total de nos configurations de load balancer et de nos entrées DNS. Pire que ça, c'est que nos équipes de développement n'étaient pas du tout autonomes. Pour livrer un nouveau microservice en production, il fallait nécessairement impliquer une équipe d'opération qui avait les clés de l'infrastructure pour aller créer ces load balancers-là, attacher les noms de domaine. Donc, on s'est dit, on va rajouter un petit peu d'automatisation. On peut faire mieux que ça. Notre première tentative, ça a été avec Console Template et HAProxy. Maintenant, tous nos noms de domaine pointent vers un seul et unique HAProxy qui agit comme load balancer. Beaucoup plus simple. On a maintenant un seul proxy par environnement et nos DNS est un wildcard. Beaucoup moins de parties à gérer. Par la suite, le HAProxy va rediriger le trafic toujours vers nos microservices, mais sur des node ports qui sont dynamiquement alloués par Kubernetes. Plus de listes statiques à gérer. Par contre, ça nous a demandé de développer un petit outil d'enregistrement de services, de synchronisation, qui, d'une part, allait lire sur l'API de Kubernetes la liste des ports dynamiquement alloués et qui allait les mapper un pour un, donc dans notre key value store qui était Consul, avec le service en question. Par la suite, on avait HAProxy qui allait lire la configuration key value de Consul avec Console Template qui générait la configuration active du proxy. Bon. Vous remarquez peut-être par la couleur des boîtes, en fait, qu'on était en train de reconstruire une infrastructure complètement parallèle à Kubernetes. On avait Kubernetes qui gérait le runtime, mais on avait encore des bonnes vieilles recettes chefs, des VM, pour simplement gérer ou envoyer le trafic. On voulait sortir un peu de ce pattern-là. On voulait tout ramener dans Kubernetes. On a également eu des problèmes de performance. Parce que quand on a scalé ça jusqu'à une centaine de microservices, en fait, il y avait tellement de connexions ouvertes entre Console Template et Console qu'on a juste carrément saturé notre ligne réseau.
Ça a demandé également quelques petits changements à notre pipeline de déploiement, parce que maintenant, les développeurs devaient être au courant d'aller enregistrer leur service dans notre petit outil. Donc, ça s'intégrait plus ou moins dans un flow de déploiement continu avec GitOps. On a donc pensé ramener tout ça donc, dans Kubernetes. Continuer d'utiliser l'API de Kubernetes pour avoir une configuration active de notre HAProxy. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc, encore une fois, on envoie tous nos microservices, tous nos noms de domaine pointent vers un seul et unique load balancer. On fait la terminaison SSL et on achemine tout le trafic vers notre solution qu'on a appelée le domain router. Notre domain router est exposé sur un seul et unique port. Un seul. C'est beaucoup moins pire qu'une liste. Un seul port statique. Par la suite, notre domain router prend la décision d'envoyer le trafic en fonction du nom de domaine vers l'un ou l'autre des microservices en utilisant le DNS interne de Kubernetes. La seule chose que ça demandait, c'était d'instrumenter nos manifestes ou nos charts de services, donc avec une notation propriétaire. Puis ça, les développeurs n'avaient pas du tout de problème à adopter ce modèle-là parce qu'ils avaient déjà l'habitude de travailler avec ces manifestes-là, de configurer leurs microservices et de les déployer avec GitOps. Pour utiliser un peu des termes à la mode, notre domain router, qui est écrit en Go, c'est notre control plane, qui interagit avec l'API de Kubernetes pour générer un data plane, qui est la configuration active du HAProxy. C'est la solution qu'on a toujours en production chez nous, parce que ça s'intègre vraiment bien, et ça permet d'itérer super rapidement. Si vous êtes un peu plus fervent connaisseur de Kubernetes, vous êtes peut-être au courant de la ressource de type Ingress. En fait, pour nous, ça n'a jamais été une option. Parce que dès qu'on a commencé à utiliser Kubernetes 1.1 en production, ben, cette ressource-là était disponible seulement en version alpha. Et que même toujours aujourd'hui, il y a plusieurs de nos cas d'utilisation, notamment avec le SNR, qui ne sont pas supportés. Ce qui nous amène donc à notre chapitre 2, API Gateway. Le jour où mon boss m'a dit « Alex, je pense que ça nous prendrait un API Gateway. » Et puis moi, je ne comprenais pas trop parce que dans ma tête, un API Gateway, c'était juste un autre proxy. Est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Ben, j'ai fini par comprendre puis me laisser convaincre. Parce qu'en fait, tous nos microservices qu'on développait avaient chacun un nom de domaine distinct, public. Donc, on était carrément en train d'exposer notre modélisation interne, nos silos chez AppDirect, en domaine, en nom de domaine. Pour les consommateurs de nos API, les clients, c'était très compliqué parce que chaque nouvelle intégration demandait plus de configuration. Plus de configuration, puis plus de clés d'authentification. Parce que chaque microservice qui était développé avec son propre mécanisme d'authentification, d'autorisation. En fait, les équipes passaient beaucoup de leur temps à réimplémenter les mêmes fonctionnalités dans chacun des microservices qui étaient déployés pour l'authentification, l'autorisation, le rate limiting. Il y avait beaucoup de pertes de temps et d'énergie qui ne servaient absolument pas la business. Pire que ça, c'est que notre monolithe du début, il était en train de continuer de grossir parce que les développeurs continuaient à pousser du code, puis ils n'utilisaient pas complètement toute l'infrastructure de microservices qu'on avait mis à leur disposition. Donc, pour contraindre le monolithe et l'étouffer dans son coin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a implémenté le pattern de Strangler. Strangler Pattern qui est défini par Martin Fowler. Je vous invite à visiter son blog justement si vous voulez comprendre l'analogie avec les arbres figuiers en Australie. Essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est laisser les URL, les noms de domaine de nos partenaires, nos URI, nos ressources, absolument intouchés. Par contre, on va venir installer notre API Gateway, puis tranquillement, en dessous de la table, on va aller remplacer et injecter des composantes pour rediriger le trafic de la vieille implémentation qui se trouvait dans notre monolithe vers une nouvelle implémentation microservice. Quand on a commencé à regarder un peu le paysage technologique, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose à notre disponibilité. Surtout quand on élimine d'emblée toutes les solutions qui sont proposées par nos fournisseurs cloud,
parce qu'encore une fois, on devait rester agnostique, puis nos environnements ne le permettaient pas. On ne voulait pas non plus construire sur mesure un API Gateway, parce que ce n'est pas le rôle, ce n'est pas la responsabilité, ce n'est pas notre business de construire des API, des API Gateway chez AppDirect, seulement l'implémentation des API. Donc, on s'est tourné vers les solutions open source. On a d'abord commencé à regarder Kong, qui semblait avoir beaucoup de traction dans la communauté. Par contre, Kong n'est pas nécessairement bâti sur le modèle open source, il est plus open core. C'est-à-dire qu'on doit récupérer la version modulaire open avec la licence communautaire et nous-mêmes développer nos propres plugins pour gérer l'authentification et l'autorisation. Puis tout repackager ça. Donc ça semblait assez lourd quand même. Ce n'était pas un produit facilement utilisable out of the box. Pire que ça, c'est que, en fait, Kong, la configuration active, est storée en base de données. Donc, ça nous demandait de déployer un nouveau système de gestion de base de données pour lequel on n'avait aucune connaissance opérationnelle chez AppDirect. Avec la configuration active du API Gateway dans une base de données, ça ne s'intégrait pas non plus super bien dans notre idéologie de GitOps. Parce qu'on devait, d'une part, gérer la configuration active, les déploiements de microservices avec Git, et la réconcilier avec la configuration active des proxys. C'était pas génial. Idéalement, ce qu'on voulait, c'est exactement répliquer notre expérience de domain router. Parce qu'on avait vraiment aimé comment on pouvait s'intégrer avec l'API de Kubernetes pour, en fait, driver toute notre configuration. Puis c'est exactement ce qu'on a trouvé avec Ambassador. Ambassador, c'est un projet open source, vraiment open source, qui est construit par une petite start-up de la région de Boston, DataWire. C'est un projet cloud native, et contrairement à nous, qui avons une implémentation en Go, eux ont une implémentation en Python. Et au lieu d'utiliser HAProxy, ils utilisent Envoy de Lyft. Ce diagramme-là, vous le remarquez probablement la similitude avec celui qu'on avait précédemment, notre domain router, parce qu'en fait, le pattern est exactement le même. On va rediriger tout le trafic de nos partenaires, de nom de domaine, vers un seul et unique load balancer qui va faire la terminaison SSL. Par la suite, le load balancer va envoyer le trafic vers notre cluster Kubernetes sur un seul et unique port statique. Ambassador va chercher sa configuration active en interrogeant l'API de Kubernetes. Et encore une fois, tout ça, c'est géré par les annotations. Donc, aucun changement de workflow pour les développeurs. Seulement l'ajout de fonctionnalités. Ambassador, contrairement à notre domain router qui prenait des décisions sur le nom de domaine, notre Ambassador, lui, va prendre des décisions sur les URI, les ressources qui sont appelées par les requêtes d'API. Si la ressource est définie dans sa configuration, on va l'envoyer avec le DNS interne de Kubernetes vers le bon microservice. Si la ressource n'est pas définie, ben notre monolithe, ça reste le fallback. Ça reste l'implémentation par défaut. En fait, ce qui fait vraiment la force d'Ambassador, c'est son approche cloud native. C'est son intégration avec l'API de Kubernetes. Avec ça, ça nous a permis de déployer des microservices d'authentification, d'autorisation, faire du rate limiting et gérer tout ce qui est cross-origin request. Parce que toute cette logique-là, maintenant, est implémentée dans des microservices avec des interfaces définies par Ambassador qui sont invoquées avant de rediriger le trafic. L'écosystème Cloud Native, ça nous a également permis d'aller avoir une meilleure observabilité sur tout ce qui se passait dans notre écosystème. Notamment, avec Ambassador, on a des logs pour toutes les requêtes. On a des métriques qui sont fournies par Envoy, ce qui nous a permis de construire des dashboards avec Grafana et Prometheus. Éventuellement, même de l'alertage. On a également pu contribuer tout ce qui était traçabilité, donc pour du open tracing, distributed tracing, avec soit Zipkin ou Jaeger. Du côté de nos futurs projets, en fait, on va continuer de miser sur
nos workflows GitOps, parce que c'est vraiment avec ça qu'on a du succès, puis que ça nous permet facilement d'automatiser toute la mise en production, toutes les opérations. Justement, avec GitOps, l'utilisation de Custom Resource Definitions. Les Custom Resource Definitions, c'est un peu des extensions à l'API de Kubernetes, où on va pouvoir dire à Kubernetes, voici un nouveau type d'objet et voici un contrôleur. Le contrôleur, ben, tu peux l'utiliser pour changer l'état de tes objets. Ce qui nous permet de définir une ressource, par exemple, RabbitMQ, avec laquelle on peut configurer les queues, les exchanges, les bindings, tout ça géré de façon cloud native, même si le projet à la base, ce n'est pas du tout dans sa mentalité. On teste également le déploiement en Canary. Donc, on a quelques équipes de développement qui se prêtent présentement à l'expérience. Donc, on a déjà un pipeline de continuous delivery. Maintenant, on va faire du continuous delivery avec du Canary. Et pour ça, on regarde effectivement vers des solutions de service mesh. Parce que notre API Gateway prend des décisions de routage un peu plus intelligentes, un peu plus poussées, mais seulement pour ce qui est au edge, pour le trafic qui arrive de l'Internet. Pour le trafic interne dans le réseau de Kubernetes, ça va nous prendre une solution similaire. Finalement, on a tellement confiance en l'infrastructure qu'on a mis en place qu'on regarde vraiment attentivement à implémenter un peu de chaos testing, juste pour s'assurer que nos dashboards, nos alertes fonctionnent vraiment, parce que c'est très silencieux, tout fonctionne à merveille. Merci beaucoup.